Inspire, expire et recommence. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Inspire, expire et recommence. Je vous remercie de votre présence et de votre écoute. Je m'appelle Laurent Soffiati et je vous propose de partager mes respirations poétiques et littéraires glanées tout au long de mon chemin artistique sur lequel je marche depuis maintenant 30 ans. J'aime physiquement lire à voix haute. J'aime partager des auteurs, des histoires, des textes, des expériences, des anecdotes. Et j'aime aussi vous accompagner dans le plaisir de faire résonner les mots. Lire, dire, vivre à voix haute. Je vous remercie infiniment pour tous les nombreux messages que j'ai reçus suite à la diffusion du dernier épisode. Des messages concernant des questions sur la lecture, la prise de parole en public, des échanges que m'ont fait mes élèves et étudiants que j'ai accompagnés ces derniers mois. Des messages également des auteurs Lydie Salvert et Frédéric Pommier, cités dans l'épisode 5, qui ont eu la gentillesse de m'envoyer quelques mots qui m'ont beaucoup touché. En ce début juillet, et sous cette chaleur, je ne vais pas vous partager plusieurs respirations poétiques, plusieurs auteurs, plusieurs textes, comme dans les épisodes précédents. Mais je vais prendre une seule et grande inspiration. Dans ce 6e épisode, je vais vous parler d'un personnage qui m'interpelle et me fascine. Il y a 1 an, jour pour jour, j'étais invité au festival de la correspondance de Grignan, où j'ai créé, sous les chênes de la campagne dromoise, une lecture que j'ai appelée « De pierre et de silence ». Je vous ai partagé mon intérêt pour le mouvement, la marche, la course à pied. Alors mon chemin a croisé celui d'un personnage qui était un grand marcheur, mais aussi un bâtisseur, un rêveur, un poète, un facteur qui pendant 33 ans a œuvré seul pour réaliser son rêve, son palais idéal. Il y a une quinzaine d'années, sans connaître son histoire, j'écrivais une chanson qui s'appelait « Je suis facteur » et qui parlait d'un facteur poète qui faisait sa tournée le jour et qui écrivait des lettres d'amour la nuit. Eh bien, Joseph Ferdinand Cheval, c'est son nom, facteur rural à Haute-Rive, dans la Drôme, était aussi un écrivain et un poète qui a retranscrit sa laborieuse création. Il va consacrer 33 ans de sa vie à bâtir seul un palais de rêve dans son potager, inspiré par la nature, les cartes postales et les premiers magazines illustrés qu'il distribue. Parcourant chaque jour une trentaine de kilomètres pour ses tournées en pleine campagne, il va ramasser des pierres. En solitaire, incompris, il inscrit sur son monument « Travail d'un seul homme ». Son palais est achevé en 1912. Il me semble que l'on ne peut consacrer 33 ans de sa vie à une folie, un palais fait de ses mains en solitaire, s'il n'y a pas une blessure profonde, cachée, secrète, une cicatrice, un sentiment et un déchirement si forts qu'il en surgit une énergie créatrice insensée déployée à la réalisation de cette œuvre. C'est cela qui me touche chez lui et qui nous subjugue. Ce palais, c'était son obsession, son rêve, tel une lettre, un acte d'amour. Un déséquilibre, une chute, et un rêve devient réalité. Voici le projet fou du palais idéal, une vie de pierre et de silence. De pierre, il en a fallu sacrément, et de silence aussi, dans la solitude de ses chemins, dans son monde intérieur, dans son labeur, ses années de construction, de jour comme de nuit. Écoutons donc Joseph Ferdinand Cheval, né le 19 avril 1836, mort le 19 août 1924, à l'âge de 88 ans. Voici son histoire, racontée par lui-même. Malheureusement, la nature, qui me donna le goût de l'architecture et de l'art, n'y joignit pas le secret de devenir écrivain. Mais comme la vérité n'a pas besoin de parure, j'exposerai simplement les faits. Fils de paysan et fils de mes œuvres, je suis resté paysan avec le ferme désir de mettre en évidence le pouvoir d'une volonté énergique et d'un travail soutenu. Ami de la nature, mais de naissance obscure, ce qui rend souvent la vie dure, je l'ai subi, sans murmure.
Facteur rural, comme mes 27 000 camarades, je déambulais chaque jour de Haute-Rive à Tersanne, dans une région où la mer a laissé des traces évidentes de son séjour, courant tantôt dans la neige et la glace, tantôt dans la campagne fleurie. Que faire en marchant perpétuellement dans le même décor, à moins que l'on ne songe? C'est justement ce que je faisais. Je songeais. Et à quoi, me demanderont mes lecteurs? Eh bien, pour distraire mes pensées, je construisais en rêve un palais féerique dépassant l'imagination. Tout ce que le génie d'un humble peut concevoir, avec grottes, tours, jardins, châteaux, musées et sculptures, cherchant à faire renaître toutes les anciennes architectures des temps primitifs, le tout si joli, si pittoresque que l'image en demeura vivante pendant au moins 10 ans dans mon cerveau. Toutefois, mon projet ainsi conçu devenait pour moi presque irréalisable. Je me traitais aussi moi-même de fou, d'insensé. Je n'étais pas maçon. Je n'avais jamais touché une truelle. Sculpteur, je ne connaissais pas le ciseau. Pour de l'architecture, je n'en parle même pas, je ne l'ai même pas étudié. Je ne le disais à personne par crainte d'être tourné en ridicule, et je me trouvais aussi ridicule moi-même. J'avais alors dépassé depuis 3 ans ce grand équinoxe de la vie qu'on appelle quarantaine. Cet âge n'est plus celui des folles entreprises et des châteaux en Espagne. Or, au moment où mon rêve sombrait peu à peu dans les brouillards de l'oubli, un jour du mois d'avril, en 1879, un incident le raviva soudain. Mon pied heurta une pierre qui faillit me faire tomber. Je voulus voir de près ma pierre d'achoppement. Je fus très surpris de voir que j'avais fait sortir de terre une espèce de pierre à la forme si bizarre, à la fois si pittoresque que je regardais autour de moi. Je vis qu'elle n'était pas seule. Je la pris et l'enveloppai dans mon mouchoir de poche, et je l'emportai soigneusement avec moi, me promettant bien de profiter des moments que mon service me laisserait libre pour en faire une provision. À partir de ce moment, à partir de ce trébuchement, je n'eus plus de repos matin et soir. Je partais en chercher, quelquefois je faisais 5 à 6 kilomètres, et quand ma charge était faite, je la portais sur mon dos. Je me dis, puisque la nature fournit les sculptures, je me ferai architecte et maçon. Et je pensais tout en cheminant à Napoléon qui disait que le mot « impossible » devrait ne pas exister. En effet, depuis lors, je dis avec lui, le mot « impossible » n'existe plus. Le facteur l'a aussi vaincu. En créant ce rocher, j'ai voulu prouver ce que peut la volonté. L'hiver comme l'été, nuit et jour j'ai marché. J'ai parcouru la plaine, les coteaux, de même que le ruisseau pour apporter la pierre dure, ciselée par la nature. C'est mon dos qui a payé l'écho. J'ai tout bravé, même la mort. Les quartiers de tuf aux formes variées se présentaient souvent. Aussi on en retrouve beaucoup dans mon monument. Parfois je faisais des tas de pierres que j'allais chercher le soir, dans la nuit, avec ma brouette, car je travaillais beaucoup la nuit. Le soir, à la nuit close, quand le genre humain repose, je travaille à mon palais. De mes peines, nul ne le saura jamais. Les minutes de loisir que mon service m'a permis, j'ai bâti ce palais des 1001 nuits, où j'ai gravé mon souvenir. La brouette, ainsi que tous les outils dont je me suis servi pour construire mon palais, sont conservés dans une niche spéciale, car je dois noter que je me suis servi que de ma brouette pour apporter dans mon jardin tous les matériaux. Moi, sa brouette, j'ai eu cet honneur d'avoir été plus de 30 ans la compagne de labeur. Je suis la fidèle compagne du travailleur intelligent qui chaque jour dans la campagne cherchait son petit contingent. Ton palais né d'un rêve, nous, les outils compagnons, et témoins de tes peines de siècle en siècle rediront aux générations nouvelles que toi seul as bâti ce temple de merveilles. Une fois terminé, je me trouvais moi-même émerveillé de mon travail. C'est alors que les langues se délièrent dans le pays et les environs. L'opinion fut vite faite. C'est un pauvre fou qui remplit son jardin de pierres. En effet, on était bien porté à croire que cela résultait d'une imagination malade. L'on riait, l'on me blâmait, l'on me critiquait. Mais comme ce genre d'aliénation n'était ni contagieux ni dangereux,
On ne crut pas utile d'aller chercher quelques docteurs aliénistes, et je pus alors me livrer à ma passion en toute liberté malgré tout, n'écoutant pas les railleries de la foule, car je savais que de tout temps, elle tourna en dérision et même persécuta les hommes qu'elle ne comprit pas. En cherchant, j'ai trouvé. 40 ans j'ai pioché pour faire jaillir de terre ce palais de fées. Pour mon idée, mon corps a tout bravé. Le temps, la critique, les années. Le travail fut ma seule gloire, l'honneur, mon seul bonheur. Critiqué par les gens du pays donc, mais encouragé par les visiteurs étrangers, je ne me décourageai pas. J'avais fait de nouvelles découvertes de pierres, plus belles les unes que les autres, à Saint-Martin-d'Out, à Trénieux, à Saint-Germain, des espèces de petites boules rondes. Je me mis à l'œuvre. Je commençai une grotte et une seconde cascade de manière que ma grotte se trouve entre les deux. C'est ce qui forme tout le milieu du monument. J'ai mis encore 3 ans pour l'achever. Toujours de plus en plus enchanté de mon travail, l'idée me vint ensuite qu'avec mes petites boules rondes, je pourrais me faire un tombeau, dont le style serait le seul au monde, et me faire enterrer dans le rocher, à la mode des pharaons, et dont la forme serait égyptienne. Je me mis à creuser la terre, et dans la terre, j'ai formé une espèce de rocher, et dans ce rocher, j'ai creusé des cercueils. Ces cercueils sont recouverts de dalles qu'on enlève à volonté. Ils sont fermés eux-mêmes par une porte en pierre, avec une seconde en fer. Sur ce rocher souterrain, j'ai élevé le monument dont la largeur a 12 pieds et la longueur 15, c'est-à-dire 4 mètres par 5. Le monument est supporté par 8 murailles dont la forme des pierres est des plus pittoresques. Les façades du Levant ainsi que celles du Nord sont supportées chacune par 4 colonnes qui soutiennent les dentelures du monument. Au milieu, une jolie couronne en petites pierres, faite avec des petites boules rondes. Plus haut, la grotte de la Vierge Marie, les 4 évangélistes dont 2 de chaque côté, un calvaire avec des anges soutenant des couronnes ainsi que des pèlerins. Plus haut, une seconde couronne avec l'urne mortuaire. Au-dessus de l'urne, un petit génie. Ce monument a plus de 10 mètres de hauteur. On arrive au sommet par un escalier tournant. J'ai travaillé encore 7 ans pour l'achever, en y travaillant nuit et jour, en apportant mes pierres sur mon dos, quelquefois de 15 kilomètres. Toujours pour occuper mes moments de loisir, et pour faire la symétrie avec le reste du monument, j'ai voulu y ajouter un temple hindou, dont l'intérieur est une véritable grotte. Et cette grotte en forme plusieurs petites. Et dans ces petites grottes, j'y ai déposé des fossiles que j'ai trouvés dans la terre. L'entrée en est gardée par un groupe d'animaux tels que ours, serpents, boas, crocodiles, lions, éléphants et autres animaux de ce genre toujours trouvés dans la terre, ainsi que des troncs d'arbres. De l'autre côté, 3 grands géants et 2 momies, le tout égyptien. De même plus haut, on y trouve 2 figuiers de Barbarie, des palmiers, des oliviers et un aloès. On arrive au sommet de la tour par un escalier tournant. À l'entrée de cet escalier se trouvent 4 colonnes en forme barbaresque. J'ai encore mis 4 ans pour construire ce temple hindou. Toujours avec le même courage et la persévérance, voilà 2 ans que j'ai commencé une galerie du côté couchant, avec des hécatombes de chaque côté de 12 pieds carrés qui communiquent soit avec le temple hindou ou avec le tombeau. En dessus des hécatombes et de la galerie se trouve une terrasse très vaste d'une longueur de 22 mètres. On y arrive aussi par des escaliers à seule fin que les visiteurs puissent dominer tout le monument à leur aise. Les touristes sont venus cette année en grand nombre, beaucoup plus que les années précédentes, et tous partent de chez moi émerveillés de mon monument. Ils admirent surtout le travail et la persévérance que j'ai apporté à cet ensemble merveilleux qui s'appellera, je l'espère, seul au monde. J'ajoute aussi à cela la longueur totale du monument. Elle est de 23 mètres. Sa largeur à certains endroits est de 12 mètres. La hauteur varie aussi de 6, 9 à 11 mètres. La forme entière de ce travail, qui n'est qu'un seul bloc de rocaille, qui a environ 600 mètres cubes de pierre dans son ensemble. Le tout a été construit par la main d'un seul homme.
Extrait de la lettre questionnaire adressée à Ferdinand Cheval par Jean Humbert le 18 janvier 1905 et les réponses du facteur. Cher Monsieur Cheval, est-ce que vos voisins n'ont pas été étonnés de vous voir construire ce palais et de le voir se monter peu à peu? Ils étaient tellement étonnés que je passais pour un fou, un original. Mais aujourd'hui, il n'en est plus de même car ils voient où peut aboutir le travail et la volonté. Avez-vous beaucoup de visiteurs et combien en moyenne par jour? L'été, j'ai une moyenne de 50 visiteurs par jour et le mois d'août, j'en ai plus de 700, dont tous les noms sont inscrits sur un registre. Est-ce que dès le moment où vous avez commencé à construire ce palais, vous pensiez lui donner des proportions si importantes? Lorsque j'ai commencé, je ne pensais pas arriver à des proportions pareilles, mais je trouvais toujours quelque chose de nouveau dans mes rêves et je construisais à mesure. Est-ce que votre première intention à construire ce palais était d'en faire une habitation pour vous? Je n'avais nullement l'intention d'en faire mon habitation. Vous pouvez voir par la photographie que je vous envoie de ma maison que j'ai voulu montrer ce que pouvait faire un homme. D'où tenez-vous les connaissances en architecture que vous avez? Je n'ai jamais eu aucune notion d'architecture. J'ai trouvé tout cela dans mon cerveau. À qui appartiendra le palais après votre mort? Le palais de mes rêves appartiendra à mon fils unique. Quelle est la partie que vous considérez comme étant la mieux sculptée ou la mieux faite, et quelle est sa position dans le palais? La partie la mieux sculptée est mon tombeau. N'avez-vous pas employé aucune espèce de machine pour vous aider dans la construction ou pour passer les lourdes pierres? J'ai fait tout seul, de mes seules mains. Je grimpais par des échelles, avec des pierres sur mon dos. Mon palais, auteur de l'œuvre du génie qu'avec plaisir nous contemplons. Oh, dis-nous par quelle magie tu fis ce que nous admirons. Pour faire cette œuvre sublime, tout le monde est émerveillé. Poussé par une ardeur intime, 33 années j'ai travaillé. Le matin, dès que l'alouette entonnait son joyeux refrain, poussant ma fidèle brouette, je partais chercher mon butin. Réunissant, pierre sur pierre, je fis ce palais sans égal, décoré par l'Europe entière du nom de palais idéal. L'auteur du palais? Ferdinand Cheval. En 1932, le célèbre poète André Breton rend un hommage au facteur Cheval à travers ce poème dans le recueil Clair de terre. Nous, les oiseaux que tu charmes toujours du haut de ces belvédères, et qui chaque nuit ne faisons qu'une branche fleurie de tes épaules au bras de ta brouette animée, qui nous arrachons plus vifs que des étincelles à ton poignet, nous sommes les soupirs de la statue de verre qui se soulève sur le coude quand l'homme sort, et que des brèches brillantes s'ouvrent dans son lit. Brèches par lesquelles on peut apercevoir des cerfs au bois de corail dans une clairière et des femmes nues tout au fond d'une mine. Tu t'en souviens? Tu te levais alors, tu descendais du train sans un regard pour la locomotive, en proie aux immenses racines barométriques qui se plaint dans la forêt vierge de toutes ces chaudières meurtries, ces cheminées fumant de jacinthe et mues par des serpents bleus. Nous te précédions alors, nous, les plantes sujettes à métamorphose, qui chaque nuit nous faisions des signes que l'homme peut comprendre, tandis que sa maison s'écroule et qu'il s'étonne devant les emboîtements singuliers que recherche son lit avec le corridor et l'escalier. L'escalier se ramifie indéfiniment. Il porte à une porte de meule. Il s'élargit tout à coup sur une place publique. Il est fait de dos de cygne, une aile ouverte pour la rampe. Il tourne sur lui-même, comme s'il allait se mordre. Mais non, il se contente sur nos pas d'ouvrir toutes ses marches, comme des tiroirs de chair à la poignée de cheveux. À cette heure où des milliers de canards de Vaucanson se lissent les plumes, sans se retourner, tu saisissais ta truelle dont on fait les seins. Nous te sourions, tu nous tenais par la taille, et nous prenions les attitudes de ton plaisir, immobiles sous nos paupières pour toujours, comme la femme aime voir l'homme, après avoir fait l'amour. « 1879, 1912,
10 000 journées, 93 000 heures, 33 ans d'épreuve. Plus opiniâtres que moi se mettent à l'œuvre. Et dans l'infini, je vivrai encore après mon dernier soupir. Et dans l'infini, je vivrai encore après mon dernier soupir. Nous arrivons déjà à la fin de ce podcast qui a dépassé largement le format que je m'étais fixé. Je me suis laissé emporter par la vie et l'œuvre du facteur Joseph Ferdinand Cheval. Quand les chemins sont beaux, il est bon de s'y perdre. J'espère que l'écoute vous en a été agréable. Merci à Timon Imbert pour l'habillage sonore. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me laisser en commentaire. Si vous souhaitez un accompagnement pour le plaisir de lire, vous pouvez prendre rendez-vous pour une séance découverte offerte sur mon site www.laurentsofiati.com pour lire à voix haute, dire à voix haute, vivre à voix haute. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. Nous continuerons à marcher ensemble sur le chemin de mes respirations poétiques. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, inspire, expire et recommence.